Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans le briefing des marchés du mercredi 23 février 2022. Comme d'habitude, je vous laisse prendre connaissance de l'avertissement légal sur les risques avant de débuter cette émission. Et ce matin, globalement, léger rebond en vue sur les marchés malgré les tensions, toujours sur le dossier ukrainien. Hier, Wall Street a quand même terminé dans le rouge après le week-end prolongé de 3 jours. Les investisseurs ont quand même suivi avec préoccupation les développements de la crise en Ukraine. Et au lendemain de l'annonce par Moscou de la reconnaissance de l'indépendance de deux régions séparatistes de l'Est de l'Ukraine, Joe Biden a dit espérer qu'une issue diplomatique à la crise soit possible, même s'il a qualifié les mouvements russes de début d'invasion, ce qui a un peu créé de la nervosité toujours et de la volatilité encore une fois sur les marchés. Mais dans une allocution télévisée, le chef de la Maison-Blanche a quand même exclu l'hypothèse d'un affrontement entre les États-Unis et la Russie. Il a déclaré que les sanctions américaines visaient notamment les institutions financières et la dette souveraine russe. Donc, petit bol d'air sur les marchés, des sanctions assez légères pour le moment, ce qui fait que ça redonne en tout cas espoir aux investisseurs. On n'est pas entré dans une guerre, c'est pas la fin du monde. Actuellement, on a juste des sanctions qui vont être mises en place et tant qu'on reste sur ces niveaux-là, logiquement, la peur devrait petit à petit se dissiper. Effectivement, ce matin, déjà, on a eu des résultats d'entreprise bien accueillis par les investisseurs. On a aussi eu un rebond. On surveille quand même forcément l'évolution de la crise en Ukraine. Et comme je vous le disais, en riposte aux initiatives du Kremlin, qui font quand même toujours craindre un conflit armé d'ampleur dans la région, les États-Unis, l'Union européenne, la Grande-Bretagne ou encore le Japon ont quand même fait part de leur intention de cibler notamment la sphère financière et les élites russes. Donc, ces mesures sont toutefois jugées assez modérées par les investisseurs, ce qui laisse selon eux, si vous voulez, la porte ouverte à une issue diplomatique du conflit. Donc on met quelques sanctions, mais l'idéal, ce serait de résoudre ce conflit par le dialogue pour éviter justement que les tensions, en quelque sorte, s'accélèrent entre les grandes puissances et qu'on ait un peu un dérapage non contrôlé. Néanmoins, la situation reste quand même toujours très tendue et imprévisible, ce qui devrait quand même maintenir les investisseurs sur le qui-vive et sous pression, dans l'attente potentiellement d'un nouveau catalyseur qui permettrait au marché de vraiment rebondir et de sauver un peu les gros supports qu'on a tenté d'enfoncer au cours de cette semaine. Parallèlement, on a aussi le risque monétaire et on a Robert Holzmann, l'un des membres du conseil des gouverneurs de la BCE, qui a déclaré qu'il était possible que l'institution de Francfort relève ses taux avant de mettre fin à ses achats d'obligations sur les marchés et que le premier relèvement aurait lieu cet été. Donc là, à très court terme, globalement, on a des marchés qui sont focus sur le dossier ukrainien, en espérant que les tensions s'apaisent et que le dialogue l'emporte sur les possibilités d'une invasion dans le pays, malgré les sanctions. Mais après, nous avons quand même toujours les inquiétudes concernant le resserrement de la politique monétaire et notamment outre-Atlantique avec la Fed. Donc là aussi, d'ici quelques semaines, pour rappel, la Fed est censée augmenter ses taux et donc là pareil, ça pourrait de nouveau créer des incertitudes sur les marchés. Pour l'instant, globalement, les marchés n'arrivent toujours pas à savoir si la Fed va procéder à une hausse de 50 points de base ou 50 points de base, 25 ou 50 points de base.
Effectivement, une hausse de 25 points de base, comme je vous le disais, resterait en fait dans les prévisions des Fed Funds et des marchés. Il n'y aurait pas de grosses surprises, mais effectivement, au vu de l'inflation, la Fed pourrait de nouveau être un peu plus agressive dans sa politique monétaire et procéder à 50 points de base. Et là, est-ce que les marchés sont suffisamment prêts à encaisser une hausse de 50 points de base? Logiquement, j'ai envie de dire que oui, étant donné qu'on est censé avoir 5, 6, voire même 7 hausses de taux, mais tout cela est quand même très psychologique et il y a encore quelques semaines, on était seulement sur une hausse de 25 points de base et le fait de devoir passer sur 50 points de base pourrait faire un peu tanguer les marchés. En tout cas, il faut les préparer suffisamment tôt en amont, 6 mois, 5 mois à l'avance. Et là, effectivement, ça pourrait être une décision qui a été prise, qui est nécessaire, certes, mais qui a été prise un peu trop tôt. Et par conséquent, ce tour de vis pourrait derrière freiner, en tout cas, les marchés et empêcher une reprise haussière. On pourrait très bien avoir en fait une grande stabilisation dans un grand range sur les marchés pendant encore quelques temps. Justement, faisons le point dans la partie macro. Et ici, c'est un graphique du S&P 500 et on se trouve sur le fil du rasoir. Pour deux raisons. La première, c'est qu'on est entré de nouveau dans une phase de correction de marché, à savoir 10%. Lorsque le marché perd 10%, on estime que les indices, ou du moins que le marché tout simplement, est entré dans une phase de correction. Et lorsque le marché perd 20%, bear market. Et plus de 30 voire 40% crack boursier. Donc voilà un peu comment sont évalués, enfin, comment sont évalués les critères pour définir une correction, un bear market et un crack boursier. Actuellement, on voit quand même qu'on est venu de nouveau, ces 10% restent quand même un seuil psychologique, étant donné qu'à chaque fois qu'on est venu taper les 10, on a quand même eu pas mal de rebonds, une première fois ici, et pareil en 2018. On avait tapé les 10%, derrière beau rebond, et encore une fois, ce qui est intéressant de noter, c'est que cette zone de 10%, psychologiquement, correspond en fait à un très gros niveau de support qu'on a juste ici. Et donc je dis sur le fil du rasoir tout simplement car on a aussi une figure d'épaule, tête, épaule en cours de formation. Donc là, très clairement, ça va être décisif pour les prochains jours, même les prochaines semaines, savoir si oui, on invalide cet OTE, auquel cas, en fait, on aurait un énorme range entre 4003 et 4006, donc un range de consolidation à trader. Sinon, incursion sous 4280 et 4300 points, et là, risque de confirmation d'une épaule tête-épaule. Auquel cas, on pourrait avoir une correction encore plus profonde sur les marchés. Donc là, pareil, autant en Europe, sur le DAX, on a quand même enfoncé des gros niveaux clés. Sur le Dow Jones, c'est limite. Le S&P, c'est quand même l'indice de référence mondial. On se trouve à la croisée des chemins. Voilà. Donc, notez bien sur vos graphiques, mais effectivement, si cette figure est validée, on pourrait avoir une correction de marché un peu plus profonde et pourquoi pas aller chercher 4000 points, voire 3800 points. Ça donnerait pareil une correction finalement de 20-22%. Bon, ce qui me semble pas non plus désastreux, étant donné qu'on a fait une hausse ici de 120% en l'espace de 18 mois. Donc c'est la plus forte hausse jamais enregistrée dans l'histoire de la bourse, notamment pour le S&P. Donc 120% de hausse, une correction de 20%. Il n'y aurait rien de dramatique, si vous voulez mon avis. Maintenant, on est sur des gros niveaux à surveiller, que ce soit d'un point de vue technique ou psychologique sur le niveau des 10%. Mais en tout cas, j'attendrai vraiment la cassure de ce gros niveau en clôture hebdo pour confirmer cette épaule, tête-épaule. Maintenant, prise de recul, comme d'habitude. Et ici, comme je vous le disais, le S&P 500 est officiellement passé en territoire de
correction. Donc, il s'agit de la 33e correction de marché depuis 1980, mais le rendement un an plus tard est de près de 25% et supérieur dans 90% des cas. Donc là, en gros, vous avez ici, à chaque fois que le marché, que le S&P 500 a fait une baisse de plus de 10%, résultat, un an après, globalement des performances plutôt excellentes dans 90% des cas. Ça arrivait seulement 3 fois. C'était durant la crise des subprimes en 2007. Effectivement, l'année d'après, on était en bear market. Ici, crise des dot-com. Non, pas crise des dot-com ici. Et là, à mon avis, c'est lié à l'invasion en Irak suite aux attentats lors du World Trade Center. Donc voilà les 3 événements qui ont derrière quand même déclenché un bear market, dont 2 quand même très costauds, à savoir la bulle des dot-com et la crise des subprimes. Mais globalement, à chaque fois, le S&P enregistre quand même un an plus tard une très bonne performance. Et après 2 ans aussi. Donc là, sur un échantillon, on a à peu près 33 données. Dans 90% des cas, ces corrections sont profitables à l'indice à long terme. Et globalement, un an plus tard, on enregistre quand même une hausse de quasiment 25%. Donc, voilà un peu comment on peut, vous voyez, interpréter les différentes données, que ce soit juste avant avec le graphique concernant le seuil psychologique des 10%. Effectivement, 10% pour le marché, c'est un niveau psychologique. En parallèle, on se trouve justement sur un niveau technique clé, les 4300 points. Donc, soit c'est une opportunité pour se positionner à l'achat, auquel cas on est dans un range, probabilité d'en sortir par le haut. Sinon, en cas de cassure, par le bas, pas de précipitation. On pourrait très bien corriger, comme je vous le disais, hein, si on valide de l'ETE, ça donne une correction à peu près de 20-22%. Bon, il n'y aurait rien de dramatique, hein, le marché a déjà perdu plus de 20%, et derrière, finalement, il s'est quand même relevé. Mais en tout cas, des données clés à noter, que ce soit d'un point de vue statistique ou technique, comme on a pu le voir sur la slide précédente. Concernant la partie technique, faisons le point sur le CAC 40, mais la situation est très simple à comprendre. Hop. OK. Donc on est toujours dans notre figure de dead pole, TT pole. Maintenant, on a fait une fausse incursion sous la ligne de coup. Ici, on a clairement Buy the Dip et derrière, on a eu un FOMO. On vient quand même de prendre quasiment 300 points en ligne droite. Normal que le marché commence un peu à souffler. Maintenant, j'estime qu'on est dans une zone de neutralité. Voilà. Ici, pour moi, c'est indécision, neutralité, phase de trading range. Je repasserai acheteur si on casse les 6009 et notre Kijun. Donc au-dessus des 6009, 6923, eh bien, je pense qu'il faudra chercher des achats pour aller chercher les 7000 points. À court terme, trader le range. Donc là, c'est un peu trop tard. Peut-être que certains ont tenté des ventes sur les 6900 points. On avait quand même un très beau chandelier baissier ici. À mon avis, on pouvait même l'affiner en donner 5 minutes. Voilà, on avait parfaitement un magnifique chandelier baissier. Donc pour moi, celles et ceux qui ont vendu ici, très bien, bonne stratégie. Maintenant, j'estime qu'il y a balle au centre. Voilà, le marché pourrait retomber. Si on retombe à 7780, pourquoi pas de nouveau chercher des achats dans cette zone. Voilà. Donc, ici, des achats, en haut des ventes. Si ça casse, on arrête totalement les ventes. On cherche uniquement des achats pour aller chercher les 7000 points. Et je repasserai baissier, par contre, en swing trading,
si on casse, si on passe sous les 6750. Donc voilà le plan sur le CAC 40. Trop tard pour vendre. Voilà. Ce matin, la zone était parfaite. Beau chandelier de retournement 5 minutes. Donc là, j'estime que c'est un peu trop tard. Mettez votre stop à break-even si vous êtes vendeur. Laissez le marché retomber. Si vous cherchez des achats, tentez plutôt ici, vers les 6790, 6795. Pour de nouveau viser 6009. En cas de cassure, eh bien, vous êtes dans le bon train. On ira chercher les 7000 points. En revanche, si ce niveau ne tient pas, qu'on repasse sous les 6770, 65, eh bien, je repasserai vendeur pour aller chercher les différents niveaux de support. Finalement, cette épaule, tête épaule sera confirmée. Car là, si on break les 6009 et qu'on arrache à 7000 points, très clairement, j'invaliderai cette figure de retournement. Concernant le DAX, pareil, on surveillait la zone hier. Je vous disais, le DAX m'intéresse un peu plus haut pour vendre une nouvelle fois l'indice. On frôlait le début de la zone, mais je vous disais, voilà, il faut qu'on aille chercher notre zone. Elle est ici. Pour moi, c'était 14 850, 14 785. Bon, il y a de la volatilité, on a fait un excès, mais c'était la borne basse du range. Donc là, on est venu pile poil dedans. Pareil, celles et ceux qui ont tenté des ventes, très bien. On avait un beau signal ici. Vous voyez, on a fait de l'excès dans la zone. Hop, chandelier baissier, break baissier, avalement 15 minutes. On réintègre la zone, ce niveau-là. Une vente, un stop loss juste au-dessus. Je pense qu'on pouvait même mettre à break-even. Et maintenant, espérer un retour vers les 14 660. Et pareil, si on clôture au-dessus de ce niveau, j'arrêterai de chercher des ventes. Les acheteurs reprendront en tout cas la main à court terme et on ira chercher 15 100. Donc voilà un peu comment je cadre l'indice allemand. Pour moi, on est sous zone actuellement. Les vendeurs tentent quelque chose. Bon, si on peut retomber vers 14 600, ce serait très bien à court terme. En tout cas, c'est un premier niveau à aller chercher. Et à l'inverse, on arrête les achats si on a une clôture daily au-dessus des 14 900, 14 850. Là, je me dirais que les acheteurs montrent de la force et qu'à mon avis, comme sur le CAC, si on break les 6009, il faut arrêter de chercher des ventes. Au contraire, des achats intraday pour viser les 15 100 points. En données, on a une belle bougie ici. Effectivement, cassure Tenkan Kijun. Cassure Tenkan Kijun en données horaires, avalement 15 minutes. Bon, à surveiller, en tout cas en données horaires, effectivement, on a un pattern intéressant sur zone. Celles et ceux qui ont vendu, ou même celles et ceux qui veulent tenter une vente ici avec un stop juste au-dessus, pourquoi pas, c'est pas interdit. En revanche, celles et ceux qui ont vendu sur l'avalement, mettez déjà votre stop loss à break-even. Voilà, et pour ma part, on est sur zone. Je tenterai certainement pas un achat ici. Voilà, c'est bien trop tard, surtout sur résistance. Une vente, pourquoi pas, le flux reste baissier, même si on a quand même eu un fort rebond, on a quand même un apaisement au niveau des tensions. Bon, rien n'est fait. La tendance reste baissière, donc tenter une dernière vente ici me paraît pas incohérent, très clairement. En revanche, comme je vous le disais, si cette zone break, on arrête complètement de chercher des ventes et focus sur des achats pour viser 15 100. Le Dow Jones. Le Dow Jones, on est en train d'enfoncer la borne basse de notre range. Donc là, pour le coup, la clôture hebdomadaire sera vraiment très importante sur l'indice américain.
Après, j'hésite à retracer le range dans le sens où on pourrait avoir un range, voilà, comme cela, avec ce niveau-là et la mèche qui est juste là. Difficile encore de bien tracer le range. Dans un premier temps, j'ai voulu relier un maximum de points de contact entre eux. Donc pour moi, ça se donne ici, ici, ici. Effectivement, on est en train de sortir par le bas, mais on pourrait prolonger ce range avec ce point-là et ce niveau-là. Donc là, toute la difficulté réside vraiment dans le traçage de la borne basse pour éviter de se prendre un bear trap. En tout cas, en données daily, pour l'instant, je laisse tel quel le range. Je considère qu'on a quand même break un niveau clé important. Voilà, je l'avais mis comme cela à la base, sur ces niveaux-là, ici, ici, là, toute l'accumulation. On a quand même une belle baisse. Je ne serais pas étonné d'un premier pullback. Et effectivement, derrière, le gros de la zone, ce serait ici. Donc pour l'instant, en données 4 heures, finalement, sur les futurs, on avait un rebond, ça n'a pas tenu. Vendre maintenant, je ne suis pas fan. Je trouve qu'on est très éloigné de la Tenkan, qu'on est en pleine accélération baissière. Pareil, plutôt envie de revendre l'indice sur un rebond sur une zone. Alors là, pour l'instant, ici, en pleine accélération baissière, c'est toujours compliqué. Donc, voyons voir les futurs pour essayer de cadrer un peu le Dow Jones. Voilà, bon, on est sur un rebond, on reprend un peu de hauteur. On a notre canal baissier pour cadrer cette baisse. Donc, un retour à 34 000 serait un peu le scénario parfait à court terme. Bon, on va voir si ça tient. Vous voyez qu'on a quand même les grosses zones juste ici, l'accumulation des mèches. Comme je vous le disais, vendre là après un tel rallye baissier, je suis vraiment pas très fan de ce scénario-là. Autant hier, je vous disais, on était retourné sur les 34 000 points. Si on avait un signal, pourquoi pas vendre? Effectivement, ça a donné pas mal de points. Mais maintenant, voilà, j'aimerais de nouveau un retour sur les 34 000 pour tenter une dernière vente sur ce niveau. Mais effectivement, on pourrait venir chercher ce range. Si le range, comme je vous le disais, je l'ai tracé sur le cash, on a pas mal de points de contact, on est en train de le casser. Le gros range pourrait être ici sur le Dow Jones, 33 000 points. En cas de cassure sous les 33 000, là, on aurait une accélération baissière très clairement. Mais pour l'heure, pas envie d'être acheteur non plus. Je ne suis pas convaincu du rebond là, actuellement sur les indices américains, peut-être que je me trompe. Et vendeur, l'idéal, ce serait de retourner taper ici. Vous voyez, on a notre canal baissier, notre kit jaune qui devrait se mettre à plat, venir chercher ce niveau une dernière fois, 34 000, et tenter de nouveau une vente dans le sens du flux. On pourrait en fait avoir un range de court terme de consolidation. Voilà un peu comment je vois les choses actuellement sur le Dow Jones. Range, comme pour le CAC, comme pour le DAX, on arrête de chercher des ventes si on break ce niveau, donc 34 100, 34 000. En revanche, tant qu'on fait des plus hauts et des plus bas de plus en plus bas, eh bien pourquoi pas continuer à chercher des ventes sur signal. Et là, on aurait vraiment notre kit jaune, notre zone, notre borne haute de canal pour tenter une dernière vente sur ce niveau et viser TP1, TP2, pourquoi pas TP3, du coup, la grande borne basse du range. Donc, voilà un peu comment on pourrait quadriller le Dow Jones à court terme. Le Forex. Le Forex, l'euro, c'est le range. Rien n'a changé, il ne se passe strictement rien sur cette paire. C'est vraiment
pas vivant du tout. On a un micro-range qui est en train de se dessiner. Et avec pas mal de mèches, un marché qui ne sait absolument pas dans quelle direction où aller. Piégeux, je trouve, avec toutes ces mèches, ces faux signaux, prisonniers, vous voyez, hop, l'arrondi parfait qu'on est en train de faire. Vraiment la pertinence de l'Ishimoku. D'un côté, le plat Kijun, de l'autre, l'arrondi, hop, et les mèches au-dessus de la Tenkan, prisonniers dans le nuage. Donc pour moi, ça, c'est une lessiveuse. Voilà, la machine à laver, rien à faire sur cette paire, sauf pour les traders les plus expérimentés et qui savent vite se protéger et qui ont l'habitude de trader ces ranges un peu compliqués, mais le plan n'a pas changé. Donc, je ne suis pas du tout fan de cette configuration. Je vous disais dès le début qu'on allait avoir un range pénible, compliqué à trader, vaseux, avec des fausses rotations, et c'est exactement ce qu'on est en train de faire. On n'a pas de belles rotations complètes, on a des ranges à l'intérieur des ranges, des supports et des résistances à l'intérieur des ranges. Donc très clairement, le genre de range qu'on n'a pas spécialement envie de trader, car difficile et on peut vite se prendre les pieds dans le tapis. Donc le plan n'a pas changé. Si vous voulez trader l'euro-dollar, c'est ce range 4 heures. Achat en bas, vente en haut, attente sur cassure et se positionner. Pour moi, voilà les niveaux d'intervention sur l'euro. Uniquement ces 3 niveaux. Là, je vous disais quand même à la vente d'attendre les 1,1270, vu qu'on a notre plaquette jaune qui passe juste en dessous. Donc pareil, pour éviter de se prendre un bear trap, je passerai vendeur sous 1,1270. Sinon, range, achat en bas, vente en haut, si cassure, on attendra 1,1460. Mais sinon, rien à faire tant qu'on n'est pas sur ces niveaux et si possible aller sur des marchés plus faciles à lire, où il y a du flux, où au moins on arrive sur des bons niveaux et on peut travailler ça correctement. Mais pour celles et ceux qui veulent rester sur l'euro dollar, voilà en gros les niveaux et le plan à suivre selon moi. GBP AUD, on avait mis en place un plan vendeur sur cette paire. Donc on a eu le pullback, comme je vous le disais, on avait notre scénario d'épaule tête épaule. Épaule, tête, épaule, on était en train de casser. Je vous disais hier d'attendre le pullback pour vendre. Votre stop loss ici, TP1, TP2. Donc là, je pense qu'on peut descendre, diminuer le risque, mettre le stop loss par ici. C'est peut-être un peu tôt pour mettre ABE, je trouve. Là, il faut attendre la zone. Voilà. On a une très belle zone, donc TP1, rectangle orange. Et puis une fois qu'on aura fait le TP1, mise ABE sur pullback, on prend nos bénéfices et on vise TP2. Donc pour l'instant, je pense qu'on va laisser le stop loss là. Ça se passe plutôt bien. On a un petit flux baissier qui est en train de se mettre en place. On a cassé notre MM50, on a fait notre pullback. J'ai pas de signal de retournement, je constate pas de gros supports sous les pieds, à part notre zone qui est ici, vous voyez, notre MM200, donc effectivement, TP1, MM200. Voilà, un plan facile. Là, pour le coup, on avait un trade, je dirais pas très compliqué, mais un plan de trading plus facile à mettre en place, très clairement, que sur l'euro-dollar, où c'est la machine à laver et c'est assez brouillon. Là, TP1, mise à BE de votre stop loss, et on viendra chercher le TP2. En données 4 heures, le TP2 est à 1,8430, 1,8420, 1,84 30. Ouais, ok, ce serait de retour par ici. Bon, on a une belle zone effectivement ici, ce serait l'ancienne borne haute du range, donc 1,8445. En tout cas, pour l'heure, c'est baissier, on a break l'oblique, on a validé notre figure, TP1, mise à BE, et ensuite on laissera dérouler le trade un peu plus bas. L'AUD USD, je reviens dessus parce que pour moi, c'est le trade de la semaine que je surveille, le range, avec notre oblique baissière qui arrive et la MM 200. Donc là, je me méfie,
mais juste pour vous prévenir, si on casse le haut du range, ne courez pas après le papier et évitez de vous dire c'est bon, on a validé le double creux, je paye. À votre place, j'attendrai la cassure de la MM50 et de l'oblique, tout simplement pour éviter de se prendre un bull trap. Donc, mieux vaut avoir un peu de retard, avoir confirmation, prendre sur pullback, placer son stop loss ici et viser une reprise haussière. Donc voilà le plan à l'achat. Si cette zone cède sous la pression acheteuse, en tout cas, j'attendrai très clairement franchise MM200 et oblique. Sinon, on peut vraiment se prendre un bull trap et repartir. Donc cassure, si cassure, pullback, stop loss par ici, et on visera, on reportera à la hauteur, on visera, à mon avis, par ici et par là. Maintenant, je privilégie toujours la vente plutôt que l'achat. Là, c'était juste pour vous prévenir que si on a une grosse cassure, eh bien, faut pas se précipiter. On a quand même un gros obstacle au-dessus de la tête. Donc, ça pourrait créer un bull trap. Donc, pour moi, ici, c'est une zone très pertinente. On reste toujours dans une dynamique baissière. Pour l'instant, pas de signal, aucune raison d'être vendeur, mais au moindre signal, je chercherai une vente avec un stop loss au-dessus de la MM200 et de l'oblique. Voilà. Donc là, au cours des prochains jours, si on commence à caler, qu'on a un beau signal, eh bien, vente et le stop loss se placera au-dessus de l'oblique, au-dessus de la MM50. Pour l'instant, en données 4 heures, voilà, c'est haussier, laissons faire le marché, attendons la réaction par ici. Et là, juste au moins cadrer et comprendre les différents plans, que ce soit à la vente ou à l'achat. Mais pour moi, j'ai toujours envie de privilégier le sens vendeur, encore une fois, mais à condition d'avoir un signal de retournement. Et là, j'estime qu'avec l'oblique et la MM200, on pourra avoir une zone chaude, une grosse zone de convergence en fait, qui fait que prudence, si on fait une grosse mèche et qu'on réintègre, c'est normal. On a quand même un gros niveau. Et donc attention au faux signal haussier et au risque de bull trap. D'où mon invitation à attendre que cette oblique et cette MM200 casse pour ensuite la récupérer sur pullback pour payer. Je ferai le suivi dans les prochains jours, mais pour l'heure, je voulais juste mettre un petit cadrage technique sur cette paire. Pour l'instant, j'attends que le marché poursuive son ascension sur mon niveau technique clé, à savoir la borne haute de mon range. Le gold. Bon, le gold, forcément, ça se redétend un peu. Léger repli, étant donné qu'on a un rebond sur les indices, une détente un peu sur les tensions, sur le dossier ukrainien, apaisement des tensions, l'or cède un peu du terrain. Je surveille donc la cassure Tenkan qui est jaune ici. Je vous disais, on a un range de consolidation. Faudrait pas qu'on casse ce niveau, ce serait dommage. Là, j'aimerais que la M50 continue de remonter, vienne s'aligner à la borne basse du range. Et je pense que payer ce niveau, ça peut être intéressant. Voilà. Si on retombe ici, beau signal pour celles et ceux qui ne sont pas rentrés ici, qui ne sont pas rentrés ici et qui veulent rentrer sur le gold. Bon, je pense que c'est encore possible de rentrer sur les 1890. Viser 1910 et en cas de cassure, comme tous les autres, vous suivrez, vous resterez dans le train plutôt pour viser les 1960. Là, actuellement, le marché donne l'impression de souffler un peu. Bon, on a eu un petit avalement baissier ici, mais c'est surtout la configuration données 4 heures qui m'intéresse. On était un peu éloigné de la Tenkan, donc effectivement, il faudrait que ça remonte doucement pour pas qu'on retombe sur le niveau de la Tenkan. Sinon, on risque de retaper les 1868. Et dans ce cas-là, il faudra chercher de nouveau des achats ici.
Donc là, à court terme, j'ai une zone qui m'intéresse. Si elle casse, achat uniquement à partir de notre Tenkan, soit ce niveau. Mais pour l'heure, en données 4 heures, voilà, on est dans le range, ça tient. Si ma Tenkan et ma Kijun veulent bien se mettre à plat derrière, surtout ma Kijun, surveillez la cassure Tenkan Kijun avec un stop loss sous les plus bas pour viser 1910, mais surtout la cassure et une belle accélération haussière en direction des 1960. La bougie mensuelle est très belle, la clôture c'est lundi. Bon, on verra d'ici là, mais là je trouve que en données hebdomadaires, bon, on est sorti pour le haut du triangle, on a fait notre pullback. Chikou est libre de tout obstacle, les prix aussi. Voilà, on travaille un petit niveau ici à 1910, mais en cas de cassure, même si vous n'êtes pas à l'aise avec le trading range, je pense que la cassure des 1910 pourrait se payer avec un stop loss sous les plus bas, sous les plus bas de la bougie de la semaine pour viser 1960 en TP1 et en TP2, ce serait 2000 $ et derrière un peu plus haut, 2100 et pourquoi pas 2200. En tout cas, d'un point de vue technique, j'avais mesuré l'objectif théorique de ce triangle et ça me donnait, je crois, 2075, quelque chose comme ça. Ouais. Ça donne un retour sur les plus hauts. Donc ça, c'est l'objectif théorique. Mais très clairement, si on casse ce niveau, je viserai bien plus haut sur le gold. En tout cas, à court terme, consolidation dans un range, MM50 qui remonte en données 4 heures. Pourquoi pas chercher des achats sur signal. Si ça casse, on cherchera des achats uniquement sur notre Tenkan Daily qui s'aligne ici. Si vous n'êtes pas à l'aise avec le trading range, vous attendez la cassure des 1910 pour viser 1960. Et pour celles et ceux qui sont en position depuis la semaine dernière, eh bien, remontez votre stop loss. Je pense. Même celles et ceux qui sont en investissement moyen long terme, on avait passé le stop loss ici. Bon, j'aimerais vraiment casser les 1910 et là je sais que tout le monde pourrait être à BE. Mais bon, je pense qu'on peut déjà aussi remonter le stop loss. Et ici le mettre à break-even. Voilà, comme ça, plus de pertes possible. Et logiquement, tout le monde a dû se payer une première fois sur ce niveau. Donc au moins, si vous voulez laisser le stop loss tel quel, logiquement, il est financé et vous ne pouvez plus le perdre. En tout cas, logiquement, pas de perte assurée étant donné que vous avez pris des bénéfices sur cette zone. Le Brent. Bon, le marché pétrolier respire un peu, pour autant je ne suis toujours pas convaincu de la baisse. Effectivement, on a eu un beau doji ici. Est-ce que c'est une raison pour être vendeur? Je ne pense pas, toujours pas. J'ai pas un signal technique baissier suffisant. On est sur zone. Effectivement, on a une autre zone. Voilà. Donc, la zone en orange, vous la voyez ici, ici, là, un peu plus haut même, 90, 70, je l'affine. Voilà. Donc on est sur zone pour l'instant. Donc celles et ceux qui ont tenté une vente dans la zone, pourquoi pas, sur des unités de temps plus courtes. Mais là, je trouve que c'est un peu tard. J'aimerais au moins qu'on remonte un peu plus haut. Car là, ça ferait vendre ici, stop loss là, pour viser quoi, 93,53. On n'aurait même pas un ratio de 2 pour 1. Viser les 89, ça me semble ambitieux, très honnêtement. Donc pour l'instant, je reste à l'écart. Juste ce marché, pour moi, reste haussier. Et si je dois vendre ce marché, j'attendrai un retour le plus près possible des 100 $.
Et pour l'instant, voilà, tant qu'on ne casse pas ce niveau, les acheteurs gardent la main en fait. On est sur support. Donc, pareil, je ne vais pas vendre un support en fait. Si ça casse, eh bien tant mieux. Pourquoi pas tenter une vente? Pour ma part, je n'enverrai pas de plan de trading. Je trouve que c'est l'un des marchés les plus haussiers, que le flux est vraiment très fort et j'ai pas envie d'être à contre-courant sur ce marché. Donc plutôt envie de chercher des achats sur repli ou une vente dans une zone sur gros signal. Et malheureusement, pour l'instant, je n'ai pas de chandelier de retournement. Donc là, je note qu'on est sur support. Si ça casse, bon, on pourrait aller chercher les 93,53, mais ça fait pas un ratio, c'est pas un ratio terrible. Le ratio risk-reward, très important, et je trouve que ce ratio n'est pas très bon. On pourrait très bien avoir une énorme phase de consolidation aussi. Donc scénario 2, ce serait un énorme range à venir. Bon, pourquoi pas, hein, ça peut consolider le pétrole, mais auquel cas je serais intéressé pour payer du pétrole sur les 90 $, une nouvelle fois. Là, la divergence, pour moi, elle a partiellement fonctionné. Ça a donné certes un petit repli de 50% si on prend cette vague-là, mais c'était vraiment léger. C'était vraiment léger. Donc non, pour l'instant, je reste à l'écart, en tout cas. Ou si vous voulez chercher des ventes, pourquoi pas, mais c'est pas interdit, bien évidemment, mais essayez de vous rapprocher le plus proche possible de cette zone. Voilà, là pour moi on est 4 $ en dessous, on n'est clairement pas dans la zone, donc aucune raison d'être vendeur quand on n'est pas dans une zone clé. Le WTI, ouais, pareil, on est dans la phase un peu d'accumulation, de distribution. Difficile d'affirmer vraiment dans laquelle des deux phases on est. Est-ce que c'est de la distribution, de l'accumulation? Malheureusement, pour l'instant, ça consolide. C'est pas baissier pour autant. Comme sur le Brent, on est encore dans la zone. Je surveille comme vous. Mais honnêtement, je sais que je ne sais pas. Voilà. Je suis bien incapable de vous dire là si le marché va partir à la baisse ou pulvériser à la hausse. On est en train de. Bon, certains y verraient une épaule tête épaule, je trouve vraiment pas terrible, mais pour moi on est en train de consolider effectivement depuis maintenant 2 semaines. Sentiment que le marché reprend son souffle. Moi je trouve le marché pétrolier vraiment très fort. Donc je suis pas fan d'être vendeur maintenant, sauf si j'ai un gros break baissier. Là effectivement, pour avoir une grosse dégringolade, mais pour l'heure ça tient en fait. Et donc tant que ça tient, je vais pas me mettre à l'achat non plus, car je trouve qu'on est quand même un peu haut. Je serais plutôt intéressé de payer du pétrole par ici, vers 86, 92, voire 84. Mais là pour l'instant, grosse phase de consolidation, un marché indécis. J'attends d'avoir du flux. On n'a plus de flux sur le pétrole depuis maintenant 2 semaines. Donc, s'il y a un peu de flux et que ça part, on cherchera de nouveau des achats. Et sinon, je laisse cette phase de consolidation se terminer dans l'attente d'avoir un peu plus de visibilité sur ce marché. Les cryptos avec le Bitcoin, ça reprend de la hauteur un peu. Malheureusement, les niveaux ne m'intéressent pas sur le BTC actuellement. On avait mis un plan à l'achat sur l'Ethereum, pour le coup. Si certains ont tenté des achats ici, tant mieux. Allégez-vous vers les 41 000 $, très clairement. Parce que là, on a un beau combo Kijun Tenkan et même 50. Donc, ça peut être compliqué ce passage en force. Mais pareil, je reste à l'écart sur le BTC. On est sur des niveaux qui ne m'intéressent pas, en tout cas pour du swing trading.
Les niveaux qui m'intéressent éventuellement, c'est 41 000, dans ce cas-là, pour vendre, 45 000 ou 33 850. Voilà, les zones, le bas de range. Bas de range de long terme, bas de range lié aussi avec notre bas de canal. Et donc là, ici, très clairement, je chercherai des achats, mais pour l'instant, pour moi, c'est trop tard. Sur le BTC, là, rien à faire. Même plutôt envie de tenter une vente si on retape les 41 000 pour derrière espérer aller chercher les 33 850. Là, en données 4 heures, ouais, on a un gros morceau hein, avec la MM50, 200, que ce soit en 4 heures ou en daily qui arrive juste au-dessus. Là, le 41 000, c'est un gros niveau où pas mal d'éléments convergent actuellement. Donc, si vous avez payé ce marché, pensez à prendre quand même des bénéfices sur les 41 000 car ça risque de bloquer dans un premier temps. Mais pour l'heure, comme je vous le disais, je reste à l'écart. Voilà, je reste à l'écart. Il y a un petit support intermédiaire apparemment à 36 460. Mais l'idéal, selon moi, reste un retour ici, vers les 33 850, pour justement partir dans une phase de trading range. En revanche, l'Ethereum, on avait mis en place un plan car la zone était belle. Le signal était beau aussi en données 4 heures. Et donc, selon moi, ça se tentait. Donc là, pareil, hein, on a un gros niveau, bas de nuage, tête canne, Kijun et même 50 ici. Donc, on peut aller chercher un peu plus haut, mais prenez des bénéfices, les traders. Donc, pareil, on avait mis en place un plan de trading à l'achat ici, sur ce signal d'étoile du matin, un peu en avalement. Mais là, on avait un beau signal sur zone. Je pense que vous pouvez mettre votre stop loss à break-even. Voilà. Comme ça, on ne perd plus rien. On vise en TP1 ici. C'est un gros morceau, comme on a pu le voir en daily. Donc, ce serait TP1 ici. On laisse le stop ABE. Et on espère derrière une cassure de ce niveau. Mais ça me semble compliqué le passage en force d'une traite sur ce niveau-là. D'un seul coup. On a beaucoup d'éléments, surtout en données daily, bas de nuage, Tenkan, Kijun et même 50. Là, en données 4 heures, pareil, mais un peu plus bas. Donc, mise à BE du stop. Tant pis si ça retombe, on retravaillera la zone une nouvelle fois. Mais le marché est compliqué, donc autant vite se protéger. Là, je trouve qu'on a quand même pas mal d'avance. Visez quand même en TP1 cette zone. Voilà, très clairement, ce niveau 2834-2900. Payez-vous et puis après espérez avoir eu un point bas pour prolonger cette reprise haussière en direction des 3060 et 3250. Voilà le plan. Donc là, plutôt de la gestion de position pour l'instant, mais ouais, on va vraiment arriver dans une très grosse zone là, tout converge. Donc les traders pensaient vous payer sur ce niveau clé. Ma foi, si ça casse, je trouve qu'on aurait un beau signal technique de reprise haussière derrière, on pourrait viser vraiment un peu plus haut. Mais pour l'heure, à mon avis, on va retracer les 50% de la dernière vague de baisse. Ouais, c'est ça. Vous voyez, au niveau des 50 de cette vague de baisse. Donc on a fait 23,2, 38,2, et là, c'est la zone chaude. D'où l'intérêt de se payer. La suite, on la verra plus tard. Ce briefing des marchés touche à sa fin. Comme d'habitude, je vous souhaite une excellente journée, de très bons trades. Soyez prudents sur les marchés. Et je vous dis à demain pour un nouveau point complet sur la planète finance.